Collect. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes ou ma débatteuse de la première heure, puisque Jules Torres, je ne sais pas, il est en retard, ça lui arrive jamais. J'espère qu'il ne s'est pas perdu dans les escaliers du bâtiment. Bonsoir Sarah Salman. Bonsoir Stéphanie. Avocate au barreau de Paris, et Jules Torres qui va nous rejoindre donc dans quelques instants. Nous sommes en ligne avec Maître Franck de Vita. Bonsoir Maître. Bonsoir madame. Bonsoir, je suis ravie de vous avoir ce soir. Vous êtes avocat pénaliste et surtout, certainement que les auditeurs se souviennent de vous puisque vous avez défendu l'une des affaires de légitime défense les plus emblématiques de ces dernières années, Franck de Vita, celle du bijoutier de Nice. On se souvient qu'il avait été condamné en 2018 pour avoir tué son braqueur. J'avais envie de vous inviter parce qu'il y a deux affaires qui se sont déroulées en moins de 48 heures. La première, un cambriolage qui tourne mal, un garagiste qui a été mis en examen après avoir tiré sur 4 jeunes cambrioleurs. Ça s'est passé à Romagneux dans l'Isère. Ce garagiste a surpris 4 jeunes sur sa concession automobile. Ça faisait plusieurs fois. Il a utilisé son arme puisqu'il est chasseur pour viser un jeune cambrioleur de 15 ans qui a été touché dans le dos par des plombs. Donc il est donc blessé. Il a été mis en examen, ce garagiste, avec son fils. Une deuxième affaire révélée aujourd'hui, un pizzaiolo mentonné qui a chassé lui-même des vandales de son magasin. Alors, peut-être moins grave parce qu'il s'est contenté de les chasser. Il n'y a pas eu de blessés, mais tout de même, ce sont des affaires dont on parle et qui relancent le débat sur la légitime défense. Quel regard vous portez sur ce type d'affaires avec le recul que vous avez désormais sur ces sujets, Maître de Vita? Écoutez, vous savez, moi je suis, modestement un technicien du droit, donc je regarde les conditions d'application d'un texte de loi. Et en matière de légitime défense, ce texte de loi est, contrairement à ce qu'a pu dire, extrêmement bien rédigé. Les deux textes d'ailleurs. Après, c'est une histoire d'interprétation par ceux qui l'appliquent, c'est-à-dire les magistrats, et ça, c'est un autre problème. Alors, quel problème? Je crois savoir, parce que, pour être très transparente, j'avais écrit un article justement sur l'autodéfense et je vous avais interrogé à ce sujet-là. Vous me parliez d'une forme d'idéologie, en tout cas, que les juges rechignaient à appliquer cette loi dont vous allez nous rappeler quand même les contours pour nos auditeurs. Effectivement, je me souviens très bien de l'interview que je vous avais donnée. Le débat reste exactement le même. La légitime défense est un texte issu du droit naturel, c'est-à-dire bien avant qu'on essaie de mécaniser ou de codifier la loi, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'essence même du droit dès son origine. Le problème, c'est que ce texte est mal perçu par les magistrats professionnels, d'ailleurs, au contraire des jurés. Ce texte est pour les magistrats, et bizarrement d'ailleurs, teinté d'idéologie que je dirais de droite. Voilà. Donc les magistrats, c'est ça politique leur déplaît. pour vous? Je ne dis pas que c'est politique, je dis que malheureusement un magistrat devrait laisser, parce qu'il a quand même le droit divin de juger, ce qu'il pense au vestiaire au moment où il juge. Il devrait poser ses idées, les laisser de côté, quelles qu'elles soient, et dire voilà, j'ai un texte de loi, je regarde s'il faut l'appliquer ou pas, si les conditions sont réunies ou si elles ne le sont pas, mais ça ne se passe pas véritablement comme ça, à de rares exceptions près. Alors, on rappelle, Franck de Vita, que vous êtes avocat, vous n'êtes pas politisé. Vous, clairement, c'est ce que vous avez constaté dans vos affaires, dans les tribunaux, c'est ce que vous avez vécu? Absolument. Moi, je me souviens très bien. Bon, je suis pas un spécialiste, comme vous dites, je suis pas quelqu'un qui fait de la légitime défense du matin au soir. Non, mais vous avez effectivement Donc en 35 ans de carrière, j'ai cette une affaire dizaine d'affaires légitime comme ça. qui a été très connue Voilà. en France, qui a marqué un tournant le vraiment. bijoutier a été une affaire emblématique, mais qui illustre tout à fait ce qui se passe. Je me souviens très bien, au moment du verdict, du regard du premier juré, qui était désolé du verdict qui allait être rendu. Je l'ai en mémoire, c'est ancré chez moi, alors que le résultat était très bon. Le bijoutier, n'oubliez pas, est acquitté de l'intention homicide, il est acquitté du meurtre.
il est reconnu coupable d'avoir donné la mort sans intention de la donner. Et c'est un autre crime beaucoup moins sévèrement puni que le crime d'homicide. On rappelle pour nos auditeurs qui s'en souviendraient plus, parce que ça date un petit peu maintenant, il a été condamné donc pour avoir tué son braqueur. Il lui avait tiré dans le dos, c'était ça? Voilà, c'est le verdict qui a été rendu, mais il aurait tiré dans le dos, mais sans vouloir tuer le braqueur, si vous voulez. Hmm. Ce que j'avais appelé à l'époque un acquittement cadanadra, c'est-à-dire on ne veut pas l'acquitter, cet homme. Mais en fait, la sanction est tellement symbolique, et le fait que l'on ait dit qu'il n'était pas un meurtrier, c'était un acquittement déguisé. C'est comme ça que je l'avais appelé. Je pense que s'il n'y avait eu qu'un jury populaire, il aurait été acquitté tout court. Parce que les magistrats n'aiment pas ce texte de loi. Voilà, c'est l'analyse que j'en fais dans ma carrière, pour des raisons qui me dépassent. Oui. Mais ce sont les mêmes raisons qui me font penser que la justice est quelque part fragile parce qu'elle est rendue par des hommes. En tout cas, on revient à cette affaire du garagiste qui nous anime aujourd'hui, ce garagiste qui a été mis en examen sous contrôle judiciaire parce qu'il a tiré sur 4 jeunes cambrioleurs. C'était pas la première fois. Non, il y a le pizzaiolo, ça c'est aussi une autre affaire. Il y en a deux, vous n'avez pas écouté. Non, pardon. Oui, il y en a deux, mais celle-ci est plus grave parce que ce jeune de 15 ans a été blessé. Le fils est également en garde à vue. Bon. Et il y a eu immédiatement un soutien populaire. C'est pour ça que j'avais pensé, ça m'avait fait penser à cette affaire de Nice, une cagnotte de soutien d'ailleurs qui a déjà récolté plus de 10 000 euros. Souvent, c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce qui se passe dans les tribunaux et cette loi qui est restrictive, et on peut peut-être quand même le saluer parce que évidemment qu'il est sain qu'on ne se fasse pas justice soi-même, il faut le rappeler. Mais il y a un décalage entre ce que pense l'opinion publique, ce qui se passe sur le terrain, où parfois, eh bien, c'est compliqué d'être en sécurité, c'est compliqué d'être protégé. Mais Après, il ne faut pas réécrire le texte pour vous, Maître Davita. Après, les événements il faut quand même rester sur les textes de loi. Ouais. C'est l'application qui en est faite qui interroge, selon vous, si on suit votre idée. La loi est bien écrite, mais les juges ne l'appliquent pas forcément. Même s'ils sont bien appliqués, les textes de loi, n'oubliez pas. Alors, au tout début, je dirais que le vrai problème de légitime défense était la proportion. C'est-à-dire que si on est agressé à main nue, ben, on avait le droit de se défendre à main nue. Si on était agressé par arme à feu, on avait le droit de se défendre par arme à feu. Mais avec l'insécurité grandissante dans notre société, le débat s'est un petit peu déplacé sur un autre élément de la légitime défense, qui est la concomitance. C'est là où ça pose le plus de difficultés. C'est-à-dire qu'il faut que l'acte de riposte soit concomitant à l'acte d'agression. La difficulté est là aussi basée sur quelque chose qui a été établi, je dirais, par la doctrine. C'est qu'une personne qui se fait agresser a un ressenti et qu'il a un problème avec l'espace et le temps. Il a l'impression qu'il vient d'être frappé ou d'être agressé, alors que quelques secondes se sont écoulées. Mais dans sa tête, ces secondes ne se sont pas écoulées. Et il est toujours en danger dans sa tête. Eh bien oui, le ressenti n'est pas le même que ce qui se passe en effet. Voilà, c'est ce qui se développe chez certains doctriniers en disant, bon, attention, l'agressé a un ressenti qui lui fait modifier l'espace-temps et l'espace. Donc, ne pensez pas... En tout cas, c'est ce qu'il ressent, parce que le ressenti, en effet, quand on se fait agresser... Ne pensez pas qu'il veut se venger. Pour lui, c'était pas il y a 6 secondes. Merci. C'était maintenant. Merci, Maître Franck Davita, d'avoir été avec nous sur Europe 1, et je salue Jules Torres. Qui est enfin arrivé. Ce bon élève qui est en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je vous raconte tout, malheureusement, moi, j'ai les détails. je vais en dire beaucoup trop, mais c'était très important pour la suite de toute ma vie. Écoutez, bon, on va pas faire un débat sur la vie de Jules Torres. Maître Salman, on parlait effectivement avec Franck Davita de légitime défense, parce que je vous le disais, on a été troublé par l'absence de Jules Torres, mais il y avait quand même eu deux affaires en moins de 48 heures. Évidemment, j'en parlais, le garagiste qui a été mis en examen, surpris 4 jeunes dans sa concession automobile. Il en a eu marre parce que ça faisait, je crois, pour la 3e fois qu'il les surprenait, des jeunes de 15, 17, 18
18 et 21 ans quand même. Il a été interpellé, tout comme son fils, placé en garde à vue puisqu'il a tiré pris en examen. sur l'un d'entre eux dans le dos par des plombs. Et plus récemment, aujourd'hui, même un pizzaiolo mentonné qui a chassé lui-même des vandales de son magasin. Il a publié la vidéo dans laquelle il décide donc d'intervenir lui-même, bâton à la main, après être resté de nombreuses minutes dans sa voiture. Il a fini par les faire fuir avec, je crois, une batte de baseball. C'est vrai que c'est un sujet qui se pose de plus en plus et on parlait de ce décalage aussi entre l'opinion publique et la loi. Ah mais complètement. Et il y a un biais idéologique des juges, c'est évident, mais on le voit pour les squats où vous avez notamment des personnes qui ont leur logement squatté et qui au bout d'un moment se disent moi j'ai un crédit à payer, j'arrive plus et qui parfois décident de les expulser elles-mêmes. C'est illégal. Mais elles le font. Vous avez aussi des cambrioleurs. Là, vous avez cité 2 exemples. Je regardais, une fois, il y a une personne qui a pris 10 ans de prison pour le buraliste qui avait tué son cambrioleur. Je me doute que son intention... C'est une autre affaire. C'est une autre affaire, bien sûr, mais c'était pour illustrer que parfois, on se retrouve dans des situations dramatiques et la personne qui est à l'origine victime se retrouve, là c'était en l'espèce, devant une cour d'assises. Au contraire, je voyais en 2024 un agriculteur qui avait tué un cambrioleur bénéficie d'un non-lieu au nom de la légitime défense. Donc c'est vraiment une application de la loi in concreto, c'est-à-dire au cas d'espèce. C'est ce que disait à juste titre mon confrère. Mais ça provoque une indignation parce que vous vous faites cambrioler beaucoup de fois, 2-3 fois, eh bien les gens, entre guillemets, pètent les plombs. J'entendais un commentateur sur cette affaire du pizzaiolo dire l'exaspération peut entraîner parfois l'irresponsabilité, Jules Torres. Non, mais surtout, ça dit beaucoup de l'état de notre société, de cette France que le président de la République avait qualifié de décivilisée il y a quelques années, d'un sentiment qui est de plus en plus un sentiment d'insécurité qui est ressenti par toutes les personnes. Moi, je sais que souvent on a des débats, notamment sur l'autodéfense des jeunes femmes aujourd'hui qui eh bien, sortent avec vous savez, un spray à la moutarde pour anticiper. Mais de plus en plus de citoyens des sifflets, en effet, bien sûr. Il y a des cours d'autodéfense d'ailleurs qui sont de plus en plus remplis. J'allais y venir. L'affluence qui est de plus en plus grande dans les stands et dans les clubs de Budako et de Krav Maga, donc qui sont des arts martiaux d'autodéfense. Ça existe et c'est vrai qu'on a l'impression que le politique ne répond jamais à cette problématique dans la société. Pourquoi j'utilisais, en essayant d'être un petit peu piquant, le terme de sentiment d'insécurité, c'est que depuis des années, on nous dit que les femmes, les hommes et les personnes qui travaillent sont dans un sentiment d'insécurité, vivent un sentiment d'insécurité. Autrement dit, la décivilisation qui est à l'œuvre dans notre pays, l'insécurité, ne serait pas une réalité. Bon, quand on voit le témoignage de cet avocat, quand on voit le témoignage extrêmement puissant du pizzaiolo, de Menton, on voit très bien que ça c'est une réalité, qu'il y a des gens en France qui se sentent délaissés par un État qui est de moins en moins présent, et ça c'est une vérité à laquelle les politiques ne répondent plus. C'est-à-dire qu'on a beau faire voter des lois qui soient plus répressives, on a beau envoyer des circulaires de politique pénale qui soient beaucoup plus dures. La vérité, c'est que le quotidien des Français ne change pas et ils se sentent de plus en plus en insécurité. On me dit justement qu'on a le témoignage de Laurent Raimondo, ce pizzaiolo. Écoutez ce qu'il raconte. Une bonne année où je subis des dégradations souvent, même des fois 2 ou 3 fois par jour, sur mes distributeurs. Et il est arrivé un jour où, un mercredi soir, je me suis dit, demain matin, je fais une descente. Donc voilà, je me suis posté devant mes distributeurs à 6 heures du matin dans ma voiture. Et puis, j'ai attendu que ces braves gens passent par là et refassent ce qu'ils font tous les jours, en fait. Voilà, je les chasse. Toutes les plaintes que j'avais fait auparavant sont soi-disant en cours de traitement. Mais à un moment donné, quand les choses ne bougent pas, on est obligé de se faire justice soi-même. On est obligé. Alors évidemment, on rappelle qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même, mais derrière, il y aura des conséquences pour lui. Mais non, parce que là, c'est pas de la légitime défense, parce que justement, il n'y a plus de concomitance, puisqu'il prépare, il dit, je vais faire une descente pour reprendre ces termes, donc il n'y a pas de concomitance. C'est ce dont parlait effectivement Maître de Vitard. Ça fait partie des conditions de la légitime défense, donc il faut qu'il y ait une concomitance nécessaire, donc une nécessité, et que ce soit proportionné. Là, en faisant cela, malheureusement pour lui, il va passer de victime à auteur d'infraction. Donc on ne peut pas encourager cela non plus, même si je comprends que d'un point de vue moral, on en est ras-le-bol et qu'on se dise, il y a un moment... Malheureusement, je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous entendent ce soir se disent, mais attendez... Mais si la justice avait répondu... On ne va pas se tendre de l'autre joue. Et si la justice avait répondu, il n'aurait pas fait cela. Évidemment, il dit, j'ai déposé des plaintes, ça n'a rien donné. S'il y avait eu convocation des auteurs, si on les avait retrouvés, comparution immédiate, condamnation,
il n'aurait pas fait cela. Moi, je ne suis pas à la place Gilles Torres. des auditeurs d'Europe 1, mais en effet, je pense que quand on entend une histoire pareille, une histoire aussi rocambolesque, c'est-à-dire un État qui est complètement apathique face à une situation d'insécurité et qui ensuite va se montrer extrêmement fort. Bon, là, pour l'instant, c'est pas encore le cas avec ce buraliste, mais on a vu, et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, avec un certain nombre d'événements qui se sont passés ces dernières années, eh bien que l'État savait se montrer extrêmement fort quand il s'agissait de punir et de sanctionner ceux qui ont riposté. Mais le sujet, c'est pourquoi se mettent-ils en situation de riposte? Pourquoi, j'en témoigne à Sarah, pourquoi il y a des gens qui se mettent en parallèle de la loi? Pourquoi il y a des gens qui respectent leur propre loi? C'est peut-être parce que la loi actuelle, la loi qui incombe à tous les Français, n'est plus respectée, que le code social aussi, le contrat social n'est plus respecté. Quand vous créez une entreprise, que vous faites piller toutes les semaines, et c'est le cas notamment dans les distributeurs de pizza, de ce pizzaiolo, oui, quand l'État ne fait rien, quand la justice ne répond pas à vos appels, quand vous déposez des plaintes, des mains courantes et qu'il ne se passe rien, qu'est-ce que vous faites? Oui, vous vous mettez à l'autodéfense, vous vous mettez à piéger. Et vous avez vu malheureusement les clubs de tir, j'ai fait une enquête là-dessus, les clubs de tir, ça augmente de plus en plus. Alors ils ne se présentent pas dans le club de tir, c'est pour en fait avoir une arme, et ça c'est extrêmement grave comme situation, parce que souvent les personnes, j'en avais interrogé quelques-unes, se dotent d'armes après avoir été cambriolées. Parce qu'elles ont peur, tout simplement, et ça peut effectivement très mal se terminer. Quand vous considérez que l'État ne vous protège plus, parce que je vous parlais de contrat social. Le contrat social, c'est quoi? C'est que vous habitez dans une société et vous signez un pacte avec cette société. Et dans celle-ci, il y a la violence légitime et il y a la justice. Quand vous considérez qu'il n'y a plus la violence légitime et que la justice n'est plus, à la hauteur de du crime dont vous êtes la cible, ou du délit dont vous êtes la cible, vous vous faites justice vous-même. C'est la réalité quand même de notre pays. Donc moi, je veux bien qu'on se réfugie derrière des lois, derrière des grands principes moraux, mais je trouve ça plus intéressant d'aller essayer d'expliquer, non pas de moraliser, mais en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette tentation. Autant de gens, parce que c'est pas juste l'histoire d'un pizzaiolo à Menton ou d'un agriculteur à Bergerac. Non, c'est pas juste ce sujet-là. Il y a de plus en plus, c'est un phénomène qui est extrêmement massif, de réflexes d'autodéfense dans notre société, et de personnes qui considèrent que la justice, qui normalement doit être rendue au nom du peuple français, n'est plus rendu, et donc ils se muent en justiciers eux-mêmes, et là le pacte social est complètement biffé. Jules Torres, Sarah Selman, on poursuit nos débats dans quelques instants avec notamment ces messages sur la façade du musée des Beaux-Arts à Lyon. On en parle dans quelques secondes, juste après le journal de Maëlle Laurent à 19h30 sur Europe.